Madame, monsieur, bonjour. Samedi 12h ou alors dimanche même heure en rediffusion. C'est donc l'heure de votre rendez-vous dominical Imagine l'actu sur les 96.2 et 105.6 de Radio Imagine. Et nous retrouvons avec plaisir, après son infidélité de la semaine dernière, Bien sûr. une Frédéric d'Espagne en grande forme. Bonjour Frédéric. Bonjour Serge, et oui, je suis infidèle, mais je finis toujours par revenir. Voilà, ça me rappelle la femme du boulanger, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, Vous êtes boulanger ? Non, pas du tout. Alors, vous me rassurez. Non, mais vous n'êtes pas ma femme non plus. Non plus. Aujourd'hui, nous nous tournons vers le monde artistique avec un musicien international, le trompettiste Ludovic Louis, que certains ont peut-être découvert avec le Begin Jazz Collective. Merci Ludovic de répondre à notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Et voilà. Nous aussi. Merci d'être la première rubrique de cette émission, notre analyse de l'information, mais même si je dois avouer qu'il est extrêmement compliqué de trouver des sujets positifs, puisque c'est notre leitmotiv. Le monde est de plus en plus compliqué et je crains pour l'avenir souriant de cette émission. En tout cas, pour commencer, Frédéric s'interroge sur le verdict du tribunal d'appel quant au sort, au destin de l'hôtel Batelière et de ses salariés. Oui, puisque le procès concernant l'hôtel Batelière a suscité une attention assez particulière. Il y avait des enjeux économiques et des enjeux sociaux, de salariés. On en a déjà longuement parlé dans cette émission, qui est liée à un établissement emblématique de la Martinique. Donc, le contexte, c'est un hôtel, vous le savez, qui est situé à Chelcher et qui a été placé en redressement judiciaire en août 2024 et qui a généré sa fermeture au public le 24 août de cette même année, à l'exception du service de restauration et qui a mis en péril 55 employés de l'établissement, enfin 55 emplois, mais par conséquent... Des emplois qui ont suscité une mobilisation importante des salariés et des acteurs locaux. Alors, le projet de la SCOP, qui est la société coopérative et participative, a été soutenu par les salariés et avait pour objectif la reprise de l'hôtel, la rénovation en maintenant les emplois. Et il faut dire que le projet a levé 5 millions d'euros de fonds, ce qui est vraiment à souligner. C'est assez extraordinaire. Il y a beaucoup d'argent en Martinique, finalement. En tout cas, on va dire que le discours plutôt a été motivant et la réouverture était prévue dans un délai de 30 mois et il y a eu en parallèle l'offre du groupe Karoukera et de la SARL du Casbah Group Cogit qui, je ne sais pas s'il dit Cogit ou Cogit, peu importe, qui proposait de racheter l'hôtel pour 1 million d'euros avec un projet de restructuration complète du site sans reprise des salariés. La décision judiciaire est la première instance. Le 18 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a décidé de céder l'hôtel au groupe Karoukera, entraînant la liquidation de la structure et le licenciement des salariés. Et suite à un appel, les salariés... C'est confirmé. Oui, voilà, je voulais le dire. Les salariés et les anciens actionnaires du groupe Monplaisir, donc le groupe Monplaisir, qui sont les anciens actionnaires, ont fait appel de ces décisions. Et effectivement, le 21 janvier 2025, il y a quelques jours, la cession à Karoukera a été actée, jugeant que la SCOP manquait de garanties financières suffisantes. Et la décision a bien évidemment été douloureuse et vécue comme telle pour les employés qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Et juste, je suis toujours bavarde quand on parle de tourisme. Le dossier met bien sûr en exergue les difficultés du secteur économique et finalement la mise en difficulté aussi des emplois et des familles qui sont attachées à ce secteur et à leur emploi. Ludovic, je ne sais pas si de ta Californie, tu vois tout ça, mais un coup encore pour notre tourisme qui devrait être quelque chose d'important pour la Martinique. Bah oui, parce que c'est un hôtel quand même emblématique de la Martinique, donc effectivement, ça met un coup et c'est vrai que c'est toujours malheureux et on pense aussi surtout aux employés de cet hôtel, quoi. Oui. Voilà, on va voir. C'est vrai qu'ils viennent s'ajouter à tous ceux qui ont perdu leur travail depuis le mois d'octobre. Deuxième point de notre actualité, on reparle d'évolution statutaire, on remet le couvert si vous voulez, suite à la remise par les deux experts que le président Macron avait missionnés en janvier 2024 du rapport sur les éventuelles évolutions institutionnelles dans les Outre-mer. Il s'appelle Pierre Egea et
Frédéric Montlouis Félicité. Après 130 auditions dans les différents territoires, ils ont remis donc au chef de l'État un document de 150 pages. Les tenants jusqu'au boutiste de l'évolution statutaire ne seront pas très satisfaits des conclusions quand ils estiment, je cite, « La priorité n'est pas là, sauf pour ceux qui revendiquent l'indépendance ». C'est ce qu'ils disent les experts. Tiens, comme c'est curieux. Ils préconisent pourtant, j'ouvre les guillemets, de bousculer le modèle économique de la rente qui profite aux oligopoles dans le secteur automobile ou de la distribution alimentaire. Je referme les guillemets. Et ils demandent, attention, d'encadrer les marges arrière ou alors là, de s'attaquer à la surrémunération, les fameux 40% des fonctionnaires. Quand on pense que ce rapport d'experts était demandé par certains de nos politiques, je ne suis pas convaincu que les conclusions soient celles qui étaient attendues. D'ailleurs, le président de l'Assemblée, Lucien Salibert, est très clair. Franchement, dit-il, j'ai été très déçu. Ce rapport ne nous apprend rien de nouveau. J'ignore ce qu'il attendait, mais moi, j'ai lu son interview dans France Antilles et ça m'inspire quelques réflexions. La première concerne le fameux congrès de rupture dont j'ai parlé la semaine dernière avec notre invité Max Orville. Le président Salibert explique, j'ouvre les guillemets, il s'agit d'une rupture avec le modèle économique actuel, cette économie de comptoir. Et plus loin, il dit, il ne s'agit pas seulement de reconnaître cette nécessité, il faut aussi prendre des décisions concrètes. Et il précise, avec un minimum de pouvoir normatif pour adapter. Très bien. Je n'ai pas franchement trouvé des exemples de décisions concrètes, hein, mais bon, il n'y en a jamais. Donc, rien de nouveau. Et puis loin, il continue. La solution est claire. Il faut accorder des pouvoirs normatifs au territoire. Non, je ne me suis pas trompé. Ce sont des répétitions, tout comme l'utilisation abusive du mot compétence. Mais mon père me disait que ça s'appelle la méthode Crouy. Exactement, voilà. La répétition pour se convaincre et s'auto-convaincre. C'est au-delà de la pédagogie. Voilà. Sinon, il faut faire la différence, parce que vous connaissez ma curiosité naturelle, la différence entre la compétence opérationnelle, c'est-à-dire le droit que vous avez de faire quelque chose. Vous avez cette compétence-là. Et la compétence comportementale, c'est-à-dire l'utilisation que vous faites du droit que vous avez. Ça me paraît clair. Or, nous avons déjà quelques compétences opérationnelles. Et si nous les utilisions avant d'en demander d'autres, ce serait peut-être une belle rupture avec nos habitudes. Allez, on passe à la troisième news du jour. Frédéric est de retour ce samedi et Trump is back pour 4 ans. Voilà, en même temps. Exactement. Et en fait, en préparant cette émission, j'avais en amont arbitré sur le climato-scepticisme, c'est bien ça, scepticisme de Donald Trump. Et nous avons reçu dans la semaine une actualité. Pour traduire, il pense qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Voilà, pour traduire, il pense, simplement possible. En fait, bon deuxième pays pollueur après la Chine, il est tout à fait dans une logique que tout ça n'existe pas. Voilà, on appelle aussi ça la politique de l'autruche. Donc, Donald Trump à Davos, mais j'ai introduit parce que j'ai beaucoup apprécié cette actualité. Donald Trump à Davos, au fameux forum, qui a déclaré « Venez produire en Amérique ou vous devrez payer des droits de douane ». Alors, Ludovic est en Californie, donc il est touché au premier trait. Alors, Ludovic, sache que, puisque tu vis déjà aux États-Unis, tu ne paieras pas de droits de douane. Voilà. Donc je peux importer dans ma valise. Vraiment, nous sommes jaloux. Nous sommes jaloux parce que tu ne vas pas payer des droits de douane puisque tu vas produire aux États-Unis. Alors, le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis a des implications majeures pour la politique climatique mondiale, puisque bien évidemment, il s'agit d'un acteur majeur, les États-Unis. Dès son premier retour de mandat, Donald Trump a signé un décret pour retirer les États-Unis de l'accord de Paris en qualifiant cet accord d'escroquerie injuste et unilatérale. Donc le retrait sera effectif d'ici 1 an. Donald Trump aussi promeut les énergies fossiles. On peut l'entendre. Les gaz de schiste, c'est ça ? On peut l'entendre, au moins il n'est pas hypocrite, mais il déclare qu'un état d'urgence énergétique pour maximiser ses financeurs de campagne, à hauteur de plusieurs millions de dollars, d'euros, pour maximiser la production de pétrole et de gaz aux États-Unis. Il a notamment demandé la cessation des restrictions sur les forages dans les zones protégées comme l'Alaska. Et il a aussi complètement sabordé les politiques mises en place par Joe Biden qui visaient à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et son slogan, c'est « Drill, baby, drill ». C'est-à-dire, Ludovic, Forer, baby, forer. Il faut forer.
qui résume, merci Ludovic, merci de jouer le jeu, qui résume la volonté d'exploiter massivement, bien évidemment, les ressources fossiles, l'abandon total des politiques vertes de Joe Biden, avec la suppression des subventions fédérales pour les véhicules électriques, y compris le crédit d'impôt de $7 500 à l'achat, la fin des objectifs de transition vers 50% des voitures électriques d'ici 2030 et l'abandon total des projets d'éoliennes offshore. Et enfin, je sais, mais il faut que je vous dise tout, l'impact sur les émissions de CO2, selon les experts, les mesures de Trump pourraient entraîner l'émission de 4 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires d'ici 2030. Ce n'est pas négligeable, c'est pour ça que j'aimerais en parler, parce que ça risque d'aggraver le dérèglement climatique avec l'augmentation des ouragans déjà vus aux États-Unis, les incendies de forêt et la montée du niveau de la mer. Ludovic, je pense qu'il va falloir revenir en Martinique. Oui. Les réactions internationales. Et habiter au Gaumont, voilà, les réactions internationales, c'est en somme, et pour conclure, l'Europe qui craint un ralentissement, bien sûr, des efforts mondiaux, la Chine qui profite pour se positionner comme leader mondial de la lutte contre le changement climatique. Voilà les pactes. Et la Russie qui observe, comme d'habitude, la situation avec prudence. Oui. En conclusion, le retour de Donald Trump relativement à la lutte contre le réchauffement climatique peut constituer un recul majeur. Un angle très intéressant, Ludovic, qu'elle prenne cet angle du climat, c'était pas mal. Bah oui, parce qu'en fait, donc moi je réside en Californie et j'ai pu voir dernièrement ce qui s'est passé grâce j'ai pas envie de dire grâce, mais plutôt avec les feux qui ont eu lieu dernièrement, c'est quand même quelque chose de très grave. Tous les acteurs majeurs qui parlent de climat ont dit que c'était quelque chose d'impensable et qui est finalement arrivé. Autant de feux dans cette partie de l'hiver, c'est quand même quelque chose de très grave. Et oui, personnellement, je touche du bois, j'ai pas été impacté directement, mais j'ai des amis qui ont perdu leur maison à cause de ces feux. Faut pas négliger ça. Voilà, le changement climatique fait que ces feux seront de plus en plus fréquents et c'est ce que tout le monde dit. Entre autres, je parle des feux parce que je parle de ce que je connais, mais voilà, il faut quand même se rendre à l'évidence que ce qui arrive, c'est exactement ce que tous les gens avaient prédit depuis des années. Donc voilà, c'était l'angle choisi par Frédéric. On aurait pu parler de tous les milliardaires qui ont appliqué, qui sont, comme dirait mon père, au pied de John, mais là c'est au pied de Donald, et etc. Le salut nazi ou pas nazi de monsieur Musk, qui a donné quand même $250 millions pour la campagne de Trump, etc. Mais bon. J'ai voulu prendre cet angle parce qu'il me semble que c'est le plus constructif et le plus réaliste au-delà de tous les écrans de fumée qu'il met justement en place. Très bien. À propos de fumée, on claironne cesser le feu à Gaza, parce que le feu entraîne la fumée, bien sûr. Mais on oublie de préciser ou de repréciser que Gaza, c'est 46 000 tués, 11 000 portés disparus. En général, quand on disparaît, c'est qu'on est mort. Les 2,3 millions d'habitants ont dû quitter leur domicile. Toutes les universités ont été détruites, pratiquement toutes les écoles, 18 hôpitaux sur 36, c'est-à-dire la moitié des hôpitaux. Alors, le cessez-le-feu signifie que les survivants ne sont plus sous les bombes. Alors, pour combien de temps qu'on sait que le premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahou parle de repartir jusqu'à la destruction du Hamas. L'armée israélienne, quant à elle, reste stationnée dans plusieurs zones en interdisant notamment les déplacements des populations du sud vers le nord. L'accord permet l'acheminement d'une aide humanitaire, en tout cas heureusement. Et d'ailleurs, le premier jour, 630 camions sont entrés à Gaza. Ils étaient en Égypte ou à la porte. Et 915 le deuxième jour, avec des œufs, du riz, de la farine, de l'eau, des médicaments. Et puis, vous savez, mon cerveau est toujours bizarre. Je me dis, mais s'il y a beaucoup plus de produits, c'est que les prix des produits va baisser. C'est ça, l'offre et la demande que certains n'arrivent pas à comprendre. Comme il y a des produits, mais ça va baisser. L'ONU estime à 80 milliards de dollars, ça fait à peu près 77 milliards d'euros, le montant des dégâts. On a calculé que le déblaiement des 50 millions de tonnes de gravats pourrait prendre à peu près 21 ans. Et pour remettre le système de santé sur pied, il faudrait 9,5 milliards ou 10 milliards d'euros, etc., etc. Alors le Hamas continue à claironner. Ne vous inquiétez pas, le peuple palestinien va encore se relever. On peut en douter quand on sait que Netanyahou, je le répète, veut éradiquer le Hamas et que l'Europe ou les États-Unis sont beaucoup plus intéressés par quelques dizaines d'otages israéliens que par les 46 000 morts, dont beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Et que même les prisonniers
relâchés par Israël, et ben on a découvert qu'il y a beaucoup plus de femmes et d'enfants que de soi-disant terroristes parmi les Palestiniens qui étaient emprisonnés. Et dire que ces comportements, que je ne les qualifie pas, reposent sur les religions. Vous savez, ces croyances et qui prétendent qu'il faut aimer son voisin comme soi-même et que tous les hommes sont beaux, sont frères, sont égaux, et puis un tas de choses du même genre. Je sais, ça choque des gens, mais chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de le dire, et ça depuis les guerres entre les protestants et les catholiques, et la Saint-Barthélemy, je répète la même chose. Alors, deuxième partie de l'émission, faisons un peu plus connaissance avec notre invité, ce sera plus gai. Alors, je commence, Ludovic Louis est un petit Normand. Mais c'est vrai? Il est né au Havre, c'est pas de ma faute. Exactement. De parents martiniquais. Alors, vous allez comprendre rapidement, et puis on va entrer dans les détails. Grand-père violoniste, papa qui aime la musique, école de musique, etc. Exactement. Alors, raconte-nous tout ça. Alors, je suis né au Havre, exactement. Donc, petit Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Exactement. Originaire du Havre. J'ai grandi au Havre. Mes parents, mon père est du Lamentin Roche-Carré. Mais mon arrière-grand-père maternel était de la Martinique, mais je ne sais pas exactement de quelle commune. Sainte-Marie, il y a des chances que ce soit vers peut-être. Non, il y a beaucoup de Louis à Sainte-Marie. Ah non, c'était les maisons. C'était les maisons. Ah, c'était les maisons. Du côté de ma maman. C'est plus compliqué. Et aussi d'origine grecque par ma grand-mère maternelle. Donc j'ai du mélange. Il y a du mélange chez moi. Ethnique mélangée, etc. Exactement. Citoyen du monde. Dommage, on peut pas lui mettre une étiquette. Ça me fait plaisir. Et martiniquais, très heureux d'être un enfant du pays et je suis trompettiste et comédien, plein de choses, compositeur de musique de films. J'ai compris que tu as commencé par le piano. Exactement. Et puis un jour, tu as entendu une trompette et tu as dit mi bagaille moi. Eh ben je connais un trompettiste. Je connais peut-être, c'est Pierre Villiers. Oui. Pierre a fait du piano et Pierre était à Paris un jour et il passe dans une rue et il entend une trompette. Il se dit je veux. Et je me dis, tiens, Ludovic raconte la même histoire, mais plus jeune. Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'on m'a raconté cette histoire concernant Pierre il n'y a pas si longtemps que ça. Et que cette histoire que je ne savais pas. Mais oui, effectivement, moi j'ai commencé par le piano. À la maison, il y avait un piano. J'adore la musique depuis tout petit. Comme tu l'as dit, j'ai un grand-père violoniste, j'ai un père qui est mélomane, qui adore la musique, qui est pianiste amateur. J'ai une grande sœur qui fait aussi de la musique, qui a fait du piano, du violon, de la batterie, des percussions. Et en fait, j'ai commencé par le piano. Et le jour où j'ai entendu mon premier professeur de trompette, Alain Loisel, qui a joué de la trompette en présentation d'instruments, je suis rentré chez mes parents, je dis c'est ça que je veux faire. Et c'est comme ça que la trompette est arrivée dans ma vie. Et donc, école de musique, et puis bon, on passe, on va pas t'embêter trop. 2003, tu arrives à Paris. Exactement. Et tu as quel âge là ? J'ai 23 ans. J'arrive à 23 ans sur Paris. Et puis bon, on va pas entrer dans toutes tes collaborations, mais bon, d'abord Jimmy Cliff, parce que je dis Jimmy Cliff parce que tout le monde connaît Jimmy Cliff en Martinique, quoi. Exactement, le grand Jimmy Cliff. Et puis bon, alors là, je laisse pour Frédéric avec Lenny Kravitz. Exactement. Qu'est-ce que Lenny Kravitz, bien sûr, c'est l'icône Lenny. Mais dans chaque rencontre, au-delà de l'icône, il y a des découvertes, il y a des surprises. Qu'est-ce que Lenny Kravitz t'a apporté dans ta carrière ? En 10 ans. Il m'a apporté énormément de choses. C'est-à-dire que si tu veux, il m'a permis de voir la musique d'une façon différente. Quand je dis ça, c'est-à-dire que sa façon de travailler, sa façon de vouloir, comment conceptualiser ses concerts, comment il écrivait sa musique, comment il se comportait en studio, comment tous les petits trucs où on peut penser que c'est pas pensé, que des trucs de détail. Je me rappelle par exemple pour donner une petite anecdote, si tu veux, un jour je me rappelle, on est en répète et à un moment donné, sur une partie du morceau, on a resté 45 minutes. 45 minutes à faire tourner cette partie-là parce qu'il voulait un truc spécifique. Et pendant 45 minutes, on était sur 4 mesures qu'on a fait tourner pendant 45 minutes juste à temps qu'il trouve ce qu'il souhaitait. Et cette précision, cette
cette recherche de la perfection, moi j'ai essayé aussi un peu de m'en servir après quand je suis devenu artiste solo et que j'ai voulu l'écrire dans ma musique et voulu intégrer ça dans ma musique. Donc moi ça m'a permis aussi d'intégrer ça et de me servir de cette expérience quand je suis sur scène, quand je suis en studio, quand je suis avec mes musiciens, quand je prépare des shows, je prépare des albums. J'essaye d'être le plus dans le... J'ai pas envie d'être dans la précision, mais je veux essayer de toucher aller le plus loin possible dans le détail, dans le souci du détail. La bonne note, dans le souci de la bonne note. Exactement. On dit musique, mais quel type de musique? En parlant de ma musique ou de la sienne? Tout ce que tu fais, disons, jusqu'à 2000, allez, on va alors, mettre une limite. Alors, oui, si tu jusqu'à veux, 2010. j'ai touché à tout. J'ai fait de la musique classique, j'ai fait du hip-hop avec un groupe cubain qui s'appelle Orishas. J'ai fait Jimmy Cliff, du reggae avec Jimmy Cliff. J'ai fait de la salsa avec des groupes, les groupes latinos sur Paris. J'ai fait de la musique classique, bien entendu. Comme Marsalis, alors. J'ai fait du jazz. C'est du jazz classique. Mais monsieur, c'est un autre niveau. Monsieur, pour moi, c'est total respect. Voilà, exactement. Oui, mais sur le principe. Mais sur le principe, exactement. J'admire ta modestie, mais passer du classique à la salsa, au jazz ou au funk, bon, c'est. En fait, il faut avoir une adaptabilité assez impressionnante. Mais si tu veux, ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec mon professeur. Par exemple, mon professeur Alain Loisel, quand j'étais à l'école de jazz du Havre, il m'a pas seulement fait jouer du jazz. Il m'a aussi permis de jouer dans des petits groupes où j'ai fait de la salsa, la musique latine. Je faisais du big band. J'ai fait un peu de rock. J'ai appris le rhythm and blues. J'ai appris le R&B. Et après, moi aussi, à l'école, j'ai appris, à l'époque, c'est la musique raï, le hip-hop et tous ces trucs-là qui ont fait que ça m'a forgé ma culture personnelle. En plus de ce que je pouvais entendre à la maison avec la culture pays, hein, c'est la musique de chez nous, plus le jazz que mon père... pour vous expliquer, ce serait tellement génial qu'un jour quelqu'un vienne chez mes parents pour voir le nombre de cassettes VHS que mon père a de jazz, de musique. Ici, toi, aux Antilles, c'est culturel. On a des vinyles, les cassettes, les machins. Et même les vinyles, ils sont là, on les jette pas. Ils sont exactement. Et ils sont totémisés. Exactement. Alors, 2013, tu es à Los Angeles. Alors, j'ai découvert que tu as des collaborations avec Camila Cabello, qui est une cubano-américano-mexicaine de mémoire. Je dis ça parce que je le disais à Ludovic tout à l'heure. Camila Cabello est passée déjà dans mon émission T42. C'était le morceau Habana. Oui. Habana qui était joué en doublette par l'orchestre Failde, qui est un orchestre cubain. Et puis, elle était son ami, son copain, son chéri, c'était Shawn Mendes, avec qui tu as joué aussi, j'ai travaillé qui est aussi, pianiste, guitariste, chanteur, etc. Ça fait du beau monde, tout ça. Oui. Enfin, il y en a d'autres, mais bon. Il y en a d'autres. C'est l'avantage d'être aussi en Californie, c'est-à-dire que tous ces artistes-là, il faut être connu. Ça suffit pas d'être en Californie. Il faut que les gens disent, bon, attends, on a besoin de trouver. C'est comme ça. Martinique, nous, là, on va. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Quand je suis arrivé aux États-Unis, il a fallu faire son trou parce que t'arrives dans quelque chose dans la grande mégalopole qui est Los Angeles avec tout ce que ça comporte, avec tous ces artistes, tous ces musiciens, et t'arrives dans les premières jams, donc les premiers buffs, où tous les musiciens qui sont dans la jam, ce sont que des musiciens quasiment qui jouent avec des artistes connus. Ils sont en tournée. Moi, je suis arrivé, je me rappelle de la première jam, c'était le batteur de Rihanna, le guitariste de Lady Gaga, le bassiste qui jouait avec les frères Jackson, le clavier et c'était que ça. Et donc, ce qui fait que il y a un niveau d'exigence qui est là, et quand tu te retrouves à jouer avec ces gens-là, t'es obligé de te mettre un coup de pied aux fesses pour si tu veux travailler, t'es obligé de te mettre au niveau, et moi c'est quelque chose que je recherchais aussi, et après j'ose espérer que le travail a été bien fait parce que on m'a appelé sur différents projets, donc non, si on t'a rappelé, c'est que c'était bon. D'ailleurs, on l'a rappelé tellement, c'est qu'on l'a rappelé dans l'émission qu'on voit sur TF1, mais émission version américaine, Dancing with the Stars. Je joue dans l'orchestre de l'émission. Les surprises. Je suis un vieux qui cherche. Mais c'est bien. Et puis, puisqu'on parle de télé, on va parler tous ceux qui ont la télé, tous ceux qui ont Netflix, vous faites recherche The Eddie. Ouais. Voilà. C'est une série. Alors, raconte-moi, parce que ça, j'attendais ce moment pour te dire, raconte-moi The Eddie. Comment Monsieur Ludovic Louis s'est retrouvé acteur. Ça a été une émission, ça a été la série qui
qui a été le début pour moi de mon amour pour la comédie et pour le cinéma, si tu veux. J'ai travaillé à Los Angeles. Voilà, je pense c'est pour ça que je parle de rencontres, et les rencontres c'est super important. Je travaillais à Los Angeles avec Glenn Ballard, qui est un des plus grands compositeurs américains, qui a écrit pour Alanis Morissette, qui a découvert Katy Perry, Gwen Stefani, entre autres, et très très grand compositeur. Et je travaille avec lui aux États-Unis, et Randy Kerber, qui est un pianiste aussi incroyable, qui a entre autres fait la partie de piano de Forrest Gump. Et j'ai travaillé avec ces gens-là. Et en 2019, ils m'ont parlé de cette série Netflix, qui allait être entre autres dirigée par Damien Chazelle. Et ils m'ont dit voilà, le groupe que l'on avait aux États-Unis ne va pas être pris entièrement. Ils voudraient que je passe le casting pour la série, et j'ai été pris pour faire cette série-là. Donc je me suis retrouvé à jouer le rôle d'un trompettiste dans un club de jazz. J'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé un petit extrait. Ouais, trompettiste d'un club de jazz, et avec les déboires de club de jazz. Et je joue le rôle d'un trompettiste qui s'appelle étonnamment Ludo. Oui. Et ce qui est génial sur cette série, c'est que je me retrouve avec mon complice de toujours, Joey Homicile, qui est aussi saxophoniste dans la série. Et voilà, c'était mes débuts d'acteur. Et depuis, on a eu d'autres. J'ai fait toute la première saison de cette série qui donc on peut retrouver sur Netflix. J'ai eu l'occasion de faire aussi d'autres rôles dans d'autres séries qu'on peut retrouver sur Amazon Prime, entre autres aussi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai envie de développer en plus de la musique, parce que je trouve ça très complémentaire, et j'adore me retrouver devant une caméra et de pouvoir jouer un rôle, et je trouve ça juste incroyable. Ouais, on entend ta musique, je crois, dans Bac Nord, qui est alors, un film français c'est à Marseille. Oui, Bac Nord, non, c'est pas ma musique que l'on entend, musique. c'est la musique du compositeur Guillaume Roussel, pareil, qui réside à Los Angeles, un très grand compositeur français, qui m'a contacté via un ami. Il avait besoin d'un son de bugle pour cette série-là, et il y a un petit moment, je crois que c'est la scène où ils sont en prison, et pour ceux qui ont vu le film, et on entend mon son de bugle qui apparaît au loin. D'accord. Et donc j'ai travaillé avec ce même réalisateur, ce même compositeur, Guillaume Roussel, sur une série qui est sur Amazon Prime, et dont j'ai oublié le nom, et dont on entend mon bugle, qui est la signature musicale de cette série. Parce qu'il joue du bugle, vous avez compris. Oui. Et je crois qu'il joue de la flûte aussi. Non, pas non, moi. Tu joues pas. Alors, non, explique-moi. Alors trompette. Le bugle, qui est une grosse trompette, on va dire, qui est un son un peu plus grave. Je chante, je joue des percussions. Bon, alors, explique-moi, sur l'album, ton premier album, oui, Rebirth, oui. C'est Renaissance, c'est ça? Renaissance, exactement. Il est bon, le alors, il y a des sons, soul, j'ai un petit peu écouté, mais bon, pas trop, parce qu'il fallait faire vite, soul, funk, et puis il y a quand même des sonorités caribéennes, et puis il y a un morceau qui s'appelle Madinina, tiens, comme c'est curieux, en deux parties très bizarres. Oui. Alors pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a de la flûte là-dedans. Oui, et la flûte, c'est joué par Mario Mas. La flûte est jouée par Mario Mas. Je suis content. Je suis content là, parce que c'est mon beau copain. Oui, Mario qu'on adore. Et si vous voulez, pour vous expliquer ce titre, j'ai voulu que ce soit le titre d'ouverture et le titre de fermeture de mon album. Ça s'appelle, pour les auditeurs, au début, Madinina intro, et à la fin, Madinina outro. Voilà. J'ai trouvé ça génial. Et quand j'ai écrit le titre, je jouais à la trompette, et je me suis dit, ah non, mais j'entends de la flûte, et je vais appeler Mario. Et Mario m'a dit oui tout de suite, et c'était pendant le Covid, donc on a fait ça à distance. Il m'a envoyé les pistes, et ça a donné ce titre-là. Ah ben ça sort très très bien. Mais oui, avec Mario, on n'est jamais déçu. Jazz Mag en 2022, Ludovic Louis est cité, nominé, on dit, c'est ça, dans les 3 meilleurs trompettistes français de jazz. Oui. Alors, Frédéric parlait tout à l'heure d'une médaille d'or. Je parlais d'une médaille d'or parce que ça fait partie du palmarès de Ludovic, mais j'aimerais aussi, alors je pose 2 questions, parce que Serge sinon va me damer le pion, tellement il a des questions, on ne l'arrête plus. J'aimerais parler de l'exigence physique aussi. On parlait tout à l'heure du caractère sportif, et j'ai l'impression que tu as des choses à nous dire entre ta passion sportive et ta vie musicale. Oui, alors donc, peut-être parler de la médaille d'or et de comment c'est après une médaille d'or, quel que soit le contexte de la médaille d'or, on va en parler, et puis après peut-être l'exigence sportive. Enfin, je veux dire
la nécessité peut-être de s'entretenir pour faire pour jouer de la trompette, parce que c'est extrêmement physique. Exactement. C'est pour parler de la médaille d'or, quand j'ai eu mon prix de conservatoire en 2000, en fait pour moi ça a été le début de quelque chose. C'est-à-dire que en gros, si tu veux, quand j'ai eu cette médaille, ça a été pour moi la fin de mon cursus scolaire, entre guillemets, musical au conservatoire. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour avoir ce prix. Et j'ai eu mon prix, et là, je me suis dit, voilà, ma carrière professionnelle commence maintenant. Et c'est là, et en fait, pour moi, ça a été, si je peux l'imager, c'est premier palier, ok, maintenant, premier palier, il faut le deuxième. Deuxième palier, après, il faut le troisième. Et en fait, toujours me donner cette exigence de se dire que, en fait, on n'est pas arrivé. Pour moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas arrivé. Il y a toujours quelque chose d'autre à explorer dans la musique et dans le côté de la trompette. C'est-à-dire que en étant sideman, ce que j'appelle sideman, c'est quelqu'un qui accompagne un artiste, tu es derrière, tu fais le job qu'on te demande de faire. Après, moi, j'ai voulu me retrouver devant, être sur le devant de la scène. Donc là, c'est une autre approche. C'est-à-dire que là, c'est ta musique que tu dois aller défendre auprès du public, auprès des gens, vouloir partager auprès des gens. Et en fait, ça continue toujours. J'essaie toujours de me donner des challenges dans ce que je fais. Et c'est vrai que pour enchaîner avec la passion que j'ai, par exemple, pour le sport, et qui est surtout le foot, j'adore le foot, j'adore regarder le foot. Je suis pas footballeur non plus, mais j'adore regarder le foot. Et la trompette est un instrument très physique. C'est-à-dire que je me rends compte quand je sors de concert, généralement mes vêtements je les prends, je les mets dans le sac et je les mets à laver de suite parce que c'est plein de sueur et de choses comme ça. C'est-à-dire que je pourrais très bien ne pas vivre ça, c'est-à-dire que je pourrais très bien juste derrière mon micro jouer et ça se passe pas. Sauf que moi, j'adore le partage, j'adore que les gens qui viennent au spectacle passe un moment. J'ai pas envie qu'ils viennent juste voir un gars qui est derrière sa trompette et derrière un micro qui souffle. Non, j'ai envie que les gens participent. Madame, monsieur, vous êtes sur radio, imagine. Je vous confirme que ce mec-là, il reste pas debout. En plus, je l'ai vu avec le Big In Jazz Collective. Ils ont un saxophoniste haïtien. C'est pareil. Donc, les deux gars tournent sur le podium, c'est effrayant. Vous êtes effrayants tous les deux. On aime. Et quand ils ça. jouent ensemble, ils ont des partitions à deux trompettes sax. On se dit, mais comment ils font pour bouger autant et puis rentrer dans la bonne note comme ça? C'est parce qu'on a l'habitude. On a l'habitude et c'est les trucs qu'on travaille. Moi, je vois que en fait, c'est pas que quand je suis en répétition, je vais pas être dans un truc où je me dis faut que je saute partout pendant la répétition. Ça n'apporte rien. Il y a pas d'intérêt. Ça, je le travaille quand je suis sur scène. C'est-à-dire que quand je suis sur scène, je sais que à tel moment, j'ai besoin moi physiquement. Et pour reprendre ma respiration, je sais que j'ai besoin de me poser. Mais il y a des moments où je sais que j'aurais pas besoin de jouer et c'est là où je vais vraiment me laisser aller, sauter, chanter, danser, faire participer le public parce que j'en ai besoin aussi. C'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin de connexion avec les gens. Et pour moi, cette connexion passe par le partage de que les gens par le corps. Le corps, exactement. Mais j'ai partagé avec toi. Dernière petite question parce que sinon on pourra en parler. 2024 quand même, faut signaler ton deuxième album. Oui. If Everything Is Written, c'est ça? If Everything Is Written. Is Everything Is Written, Serge. Exactement. Merci pour l'accent, mais c'est moi. Diverses influences. Et puis bon, il faut le redire, je l'ai déjà dit au moins 3 fois, il y a cette aventure au Big In Jazz Collective. Oui. Tes sensations, comment? Parce que c'est... Putain, je sais pas comment dire, c'est un truc, Big In Jazz Collective. C'est un groupe de potes. On vous prend Haïti, Martinique, Los Angeles, etc. Et puis boum, vous nous sortez ça. Ça a été très bien pensé par les créateurs de ce groupe et chaque personne qui a été prise pour faire ça a été, je pense, l'alchimie a été faite. Ça a été très facile de se connecter entre nous et c'est devenu vraiment, nous sommes devenus vraiment une vraie bande de potes. On s'adore, hors musique, c'est des musiciens que j'admire, que j'adore. Vous étiez à un moment en résidence d'artiste. Oui, c'est comme ça que ça a commencé. On s'est retrouvés en résidence d'artiste à la Villa Chanteclair. Et de là est sorti le concert de restitution, de là est sorti le documentaire que vous pouvez retrouver un peu partout. Après on a fait notre album et après il y a eu des dates et il y a vraiment une alchimie entre nous. Et ça a été très bien pensé, encore une fois, par les concepteurs du projet. Et nous, voilà, en tant que musiciens,
on adore se retrouver, on adore faire de la musique ensemble. Et au-delà de la musique, c'est devenu vraiment une bande de potes. En tout cas, restez comme ça et puis nous encore d'autres. Bravo. On Bon, essaye, en tout cas, merci. on a beaucoup parlé musique et c'est l'heure de notre pause musicale. Alors, dans cette émission, l'invité choisit sa musique. Mais quand c'est un musicien, c'est moi qui choisis. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc, j'ai choisi un titre de Ludovic, Le Temps. On va dire Boutitalia, il cherche le temps, il y en a d'autres, oui. Mais le temps, c'est parce que il a avec lui une actrice qui s'appelle Rossi de Palma. C'est une des actrices préférées de Pedro Almodovar, mais je dois dire que cette dame, j'aime la voir. Elle a une beauté. Ouais. Quand on la regarde, on dit oh là là, elle est pas jolie cette nana, mais elle a quelque chose. Elle est très. Eh ben, moi, je te coupe, hein, mais Vas-y. c'est quelqu'un qui. Moi, quand je la voyais dans les films, comme tu l'as dit, elle a toujours eu un truc. C'est pas pour rien. Tu imagines être égérie de Monsieur Almodovar et elle en a fait des films. Et elle a une filmographie impressionnante. Incroyable. Et il y a un film que tout le monde connaît en Martinique ou presque, c'est 30 degrés à l'ombre. Couleur. 30 degrés couleur, pardon. Couleur de Lucien Jean-Baptiste. Elle joue le rôle de Bianca, je crois, un truc comme ça. En tout cas, on écoute Le Temps. J'adore Rossi. Je lui fais un gros bisou. temps qui passe, le temps qui se casse, le temps qui coule, le temps qui s'écoule sous tes yeux au fil de l'eau. Le temps d'un temps, le temps sans temps, le temps de temps. Fugitif lentement, le temps soupire. Que les douceurs de temps, hélas, hélas, c'est qu'un sentiment. Le temps d'un petit temps.
Belle petite musique, et puis j'aime bien la voix de Très bien. Rossi. C'est l'heure de notre mini-débat. Vous savez, toujours après la musique, on se pose une question. Alors, celle d'aujourd'hui, alors, la vie des artistes est-elle aussi difficile qu'on le dit? Je sais plus, c'est Kali qui chantait « La vie artiste raide », c'est pas Kali, c'est un autre. Alors, ça a été ton cas, en fait? La vie d'artiste n'est jamais facile. La majorité des gens vont voir forcément le côté, on va dire, je n'ai pas envie de dire glamour, mais le côté positif. Ah ouais, c'est de la scène, il y a un public, il y a machin, il y a ceci. Mais en fait, il y a aussi toute une partie qui est derrière, qui est des fois pas facile. Des fois, tu pars en tournée pendant des mois sans voir ta famille. Tu pars... tu fais des fois il y a pas de boulot, des fois on t'appelle pour des trucs c'est pas super bien payé, des fois il y a plein de côtés aussi qui sont moins glamour que ce qu'on peut voir de premier abord, quoi. Exactement. Et puis des anciennes générations, ce qu'on peut entendre, c'est la vie d'artiste. Est-ce que ce n'est pas je veux pas que mes enfants soient autistes, quoi, est-ce que c'est ça. tu veux pas être fonctionnaire Il vaut mieux plutôt, qu'ils est-ce que soient tu fonctionnaires plutôt que pianistes. Voilà, est-ce que tu veux pas faire un vrai métier? Voilà. Ouais, C'est- ça c'est aussi, on a entendu. la vie de l'artiste, c'est aussi perçu de cette façon-là. En Oui. tout cas, de façon objective, j'aimerais donc du coup j'ai fait un petit comparatif des statuts d'intermittents du spectacle entre Ludovic, la France et les États-Unis, puisque tu Oui. évolues aux États-Unis actuellement, Oui. et la Martinique c'est la France en tout cas pour le moment. Donc on a Pardon des Elle a dit pour le moment. Continuez. voilà, tout est pour le moment de toute façon. Tout n'est voilà. Donc le système d'intermittents en France, on bénéficie d'un système donc qui est de l'assurance chômage, qui protège, qui couvre les périodes où vous ne travaillez pas. Le statut est conditionné, je crois, par un nombre minimum d'heures travaillées qui est de 507 heures sur 12 mois glissants, c'est bien 10 mois, ça 10 mois normalement. Je crois que c'est 10 mois. Je bon. n'ai pas envie de dire bêtise, mais tu sais c'est mieux 10 que mois. moi. En tout cas, c'est déjà une sécurité et il faut atteindre le quota d'heures, particulièrement en cas de crise, comme pendant la pandémie, ça a été compliqué. Exactement. C'était un vrai sujet, d'où les plaintes régulières des intermittents du spectacle. Il y a aussi, semble-t-il, pas mal de difficultés administratives. Et puis aussi, tu l'as souligné, des dépendances au contrat à court terme qui sont assez mal rémunérées. En tout cas, en plus de l'assurance chômage, il y a des fonds spécifiques comme l'AFDAS ou l'aide sociale de la SACEM qui peuvent être sollicités. Bon, aux États-Unis, voilà, je m'attendais un petit peu en faisant ma recherche. Il y a une absence totale de statut de protection. Il faut le dire. Exactement. Il faut dire qu'en France, on a de la chance. On a de la chance d'être protégé. Et les artistes et les techniciens aux États-Unis n'ont aucun statut spécifique. La majorité, ce sont des freelancers, un petit peu comme tout le monde d'ailleurs. Le travail est précaire, mais en tout cas, voilà. Et les intermittents n'ont pas de filet de sécurité, n'ont pas on va dire de paravent financier, même dans ces sortes de temps un petit peu en pointillé que tu évoquais. Alors, il y a une forte dépendance aux syndicats pour les meilleures conditions de travail. Et puis, il y a de la couverture, cette fameuse couverture santé coûteuse. Très coûteuse. Très coûteuse. Et puis, attends, Serge. Et il n'y a pas d'allocation chômage adaptée aux périodes sans emploi. Et pour terminer, il faut dire que il y a eu en période de crise comme la pandémie, les aides du PVP, les stimulus checks, des aides gouvernementales ponctuelles ou des fonds privés d'urgence qui sont parfois accessibles mais qui ne remplissent pas nécessairement la jauge comme cela le devrait. Comment tu survis aux États-Unis? Travailler. Travailler, je vois, j'ai la chance de pouvoir intégrer un orchestre un orchestre télé, qui est donc l'orchestre de danse avec les stars. Cet orchestre permet de cotiser, entre guillemets, vu que c'est un système d'union. Les unions, c'est ce qui sont les syndicats. Donc on paye des dus, à chaque fois qu'on travaille, donc une partie de notre salaire est payée, on doit repayer au syndicat une partie de notre salaire. Et ça c'est des emplois spécifiques. C'est-à-dire que quand je dis tout le monde n'a pas accès, c'est-à-dire que les places sont très chères, les orchestres de télé,
les orchestres de musique de film qui font les musiques de film aussi. Tout ça est régi par les unions. Il y a de moins en moins de sessions d'enregistrement musique de film ou musique pour des artistes qui sont maintenant avec l'union. Donc maintenant, c'est ce qu'on appelle des flat fees, c'est-à-dire qu'on te paye et merci, au revoir. Donc tout ça, ça donne aussi une précarité au travail. Et la pandémie n'a pas arrangé tout ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis musiciens qui sont repartis vivre chez leurs parents à une 50aine d'années. Donc c'est quand même pas évident. C'est vrai que le système américain et voilà, il faut travailler, il faut charbonner comme on dit, et c'est pas évident quoi. C'est pas évident parce que forcément, comme tout le monde, même que ce soit partout sur la planète, il y a des factures à payer, donc il faut travailler. La Californie est reconnue quand même comme un État qui est très, 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 très cher. Tu l'as aussi souligné, le fait que la couverture santé, si tu payes pas une assurance privée tous les mois, t'es pas couvert. Ce qui fait que quand t'es pas couvert, la première chose qu'on te demande quand tu vas voir un docteur, c'est pas comment tu te sens, on voudrait votre carte de crédit pour payer. Donc il y a tout ça. Donc le système américain est très 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 difficile et en fait moi je peux pas parler tellement du système français parce que j'ai jamais connu l'intermittence en France, donc je sais pas comment ça se passe, mais je sais que j'ai des amis qui sont intermittents et je vois que mes amis américains envient ce système. On en parle souvent. Les gars me disent mais c'est vrai qu'en France vous avez ce statut et c'est vrai que quand tu travailles pas t'es payé. Et je dis ouais, et les gars hallucinent quoi. C'est quand même quelque chose de pour eux et bien sûr c'est normal. C'est quelque chose d'incroyable. Donc forcément pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la concurrence va être encore plus dure entre musiciens. La concurrence est féroce et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le côté artistique, les gens voient ce côté glamour paillettes, mais j'en connais énormément d'artistes musiciens qui accompagnent des artistes de renom dans des stades, qui font tourner les stades, et les week-ends quand ils rentrent à la maison, ils vont faire les mariages, ils vont faire les balles, et ils vont faire les choses comme ça parce qu'il y a quand même des factures à payer et que c'est pas évident tous les jours. Et puis en plus, on peut même pas dire que les disques, ce genre de trucs que ça rapporte. Maintenant, quand on sait combien est rémunéré un artiste avec les streams et tout ça, donc forcément, tu peux faire des millions de streams et pas être payé, avoir un bon chèque à la fin de ta période de revenus. Donc, tiens, pendant que j'y pense, tes morceaux, ils sont déclarés à la SACEM française ou à une SACEM, américaine. Mes morceaux sont déclarés à la SACEM en France. Parce que j'ai enregistré la majorité de mes titres en France aussi, que je suis français et que le travail que je fais aux États-Unis, je le déclare à la SCAP aussi. Quand je travaille avec des compositeurs ou des artistes américains, forcément que c'est ma SACEM américaine entre guillemets à la SCAP auquel je dépose les titres, mais tout est déclaré partout en fait. J'ai pas de mes titres sont protégés, que ce soit en France ou aux États-Unis, mes titres sont protégés. Je voulais simplement dire que ce que Ludovic nous a expliqué, et je l'en remercie, c'est que nous avons de la chance de vivre en France. Voilà, il faut le dire. Mais en même temps, les États-Unis, pour avoir fait un tout petit peu d'études là-bas, à Atlanta, Gozueta et Business School, et voir un peu le modèle, être forcé à travailler, à se dépasser, à sortir de sa zone de confort, ça permet aussi d'éclore et de faire une grande nation. Donc je voulais le souligner. Il faut évidemment être, pour moi, mutualiser ce qui est... j'ai envie de dire vital, les enfants, les personnes âgées, les maladies, enfin voilà. Mais il faut également inciter à la débrouillardise et tu en es l'incarnation et l'exemple vivant. Voilà. Et ça, en fait, il faut véritablement un équilibre entre l'aide et la zone de confort. Et donc, la vie artiste Red, la vie étudiant Red aux États-Unis. Alors, je voudrais quand même qu'on parle de son actualité, parce qu'il a une actualité. Oui. Le 1er février, exactement, à l'Atrium, avec des pointures. Alors, je donne des noms. Johan Dani à la batterie. Oui, exactement. L'Italien, il est italien. Nicolas, il n'est pas sicilien. Ouais. Bon, excusez-moi, monsieur Vella. On reprend l'émission, là. On recommence. Le Sicilien Nicolas Vella au piano.
piano. Je le taquine avec ça. Non, mais j'imagine, j'ai compris. Gwen Ladeux à la basse Oui. et Maxime Barcelona à la guitare. Exactement. Alors, c'est des pointures, hein, parce que je les ai un peu pistés. Ouais. C'est pas, tu les as pas ramassés près d'une gare, quoi. Non. Hein? Et j'ai de la C'est chance. la première fois où vous avez déjà travaillé ensemble? Alors, ce sera la première fois pour Maxime Barcelona. Qui est un guitariste exceptionnel, tout comme mes amis Johan Danier, à qui on joue ensemble depuis très longtemps, Johan et Nicolas Vella, pareil, à qui on joue depuis très longtemps. Gwen a souvent fait des remplacements aussi dans le groupe, donc on se connaît tous. Johan et Nicolas ont joué sur mon album. Ce sont des musiciens qui m'ont aussi aidé à mettre ce dernier album, If Everything is Written, en place. Et c'est la première fois que tout ce petit monde va se produire avec moi en Martinique. Et c'est mon premier concert ici au pays, donc j'ai hâte de pouvoir me produire sur la scène. J'aurai droit à quoi? Parce que j'ai déjà mes billets. Tu auras droit à quoi? À des surprises. À des surprises, c'est-à-dire que... alors... C'est pas ma première fois sur la scène de Tropicatrium. Je vous donne une blague, hein, comme ça. Vas-y. Ma femme m'a dit, je ne le connais pas, mais si tu y vas, je vais. Je prends. Eh bien, j'ai envie de te dire, dites ça à tous vos amis. Si vous ne me connaissez pas, venez. Je vous promets juste une chose, ça va être la fête. On va chanter, on va danser, on va écouter de la musique. Nous allons passer. J'ai juste envie que ce moment, pour ma première fois en tant qu'artiste solo à Tropicatrium, soit un moment de communion entre nous tous, qu'on soit un moment de partage, parce que pour moi le partage, je fais la musique pour partager des émotions avec les gens, et j'ai envie que les gens ressortent de ce concert avec la banane et se disent on a passé un chouette moment, et on va essayer de faire que ce moment soit joyeux et festif. Retenez, le 1er février à Tropicatrium, je serai là pour vous accueillir, hein, si lui. Et pas tout seul, tu as dit que tu venais avec ton épouse. Ah oui, tout pas à tout fait. Les tickets sont déjà dans Et l'agenda. je vais puissamment relayer et venir. Venez, chers amis. Et puis, je crois que c'est 19h30. Exactement. De mémoire. Ça commence à 19h30, donc soyez à l'heure. Voilà. On arrive à la fin, hein. Ça passe vite. Hein. Oui. Dans les minutes qui nous restent, alors on a... Ludovic, je t'explique, on prépare une libre opinion, chacun fait une recommandation. Alors, dans des radios, ils appellent ça coup de cœur ou coup de gueule, etc. Alors, on commence toujours avec Frédéric parce que, tu vas comprendre, elle a des clins d'œil dans sa semaine et c'est toujours délicieux. Alors, cette semaine, c'est la rue Garnier-Pagès, à Fort-de-France, et ses commerces. Oui, parce que tu as fait une assimilation entre la rue Victor Hugo et la rue Garnier-Pagès, et aujourd'hui on parle de plus en plus de la rue Garnier-Pagès qui est située au cœur de Fort-de-France et qui est devenue aujourd'hui, on peut le dire, un symbole, l'icône de la revitalisation urbaine et de la revitalisation commerciale. Donc Ludovic, tu étais aux États-Unis pendant ce temps, mais je vais juste t'updater, comme on dit, sur te tenir à jour, Serge, updater sur la rue Garnier-Pagès qui a subi une métamorphose, qui a vécu une métamorphose assez spectaculaire avec le projet Vendanville, qui était soutenu par l'association Habiter des acteurs publics et privés. Et on va dire que cette dynamique, elle a fait en sorte de piétoniser la rue, de rénover les façades. Tu sais, c'est la rue là qui est colorée, pleine de couleurs, exactement. La rue colorée, c'est la création d'une fresque, et comme tu dis, une fresque au sol, donc colorée et réalisée par le collectif d'artistes espagnols Boa Mistura. Et la fresque, elle est sur 600 mètres carrés. Elle a évidemment joué un rôle clé dans l'attractivité de la rue. Elle attire les locaux et les touristes, puisqu'elle n'est vraiment pas loin de l'arrivée des croisiéristes. Et au moins, on a une chose dont on peut ne pas rougir dans le centre-ville de Fort-de-France. Donc, en moins de 3 ans, c'est pour vous donner un chiffre, et je m'en arrête là parce qu'il faut parler chiffres, la vacance des bâtiments de la rue est passée de 40%, et ça c'est un fléau dans les centres-bourgs en général, mais Fort-de-France est très touché, donc la vacance des bâtiments dans la rue est passée de 40% à seulement 13%. Wow. Et ce chiffre, il faut le dire, c'est inédit, et les commerçants, bien évidemment, confirment des augmentations de leur chiffre d'affaires. Certains restaurants sont complets dès midi, donc qu'est-ce qu'on attend pour dupliquer ce succès? Et en attendant, félicitations. En tout cas, tu auras compris, Ludovic, que c'est une amoureuse de Fort-de-France qui parle. Oui, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. J'ai eu la chance, pour la première fois, il y a une semaine, d'y passer avec mon ami Jean-Philippe Fanfan.
très grand batteur que vous connaissez tous. Il est petit par la taille, il est grand par le talent. Et on s'est retrouvés, petite anecdote au hasard, parce qu'on s'était pas vu depuis très longtemps, on s'est croisés, il m'a dit viens je t'emmène dans une rue, et on est été dans cette rue, et effectivement il y a une espèce d'énergie qui en dégage, et si ça pouvait se dupliquer comme tu le dis, ce serait juste exceptionnel. Alors, tu as une recommandation, tu as un petit coup de cœur, quelque chose? Moi, recommandation à tous les auditeurs, qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Il y a tellement de choses. J'ai eu la chance de co-composer la musique du prochain film de Jean-Claude Barny qui s'appelle Fanon. Et donc avec Thibaut Kienz, on a travaillé tous les deux sur la musique de ce film qui sortira cette année, et voilà, sur un biopic de Frantz Fanon réalisé par Jean-Claude Barny. Donc si vous avez l'occasion, je suis désolé, j'en fais un peu ma pub aussi, allez voir ce film. Non, mais c'est très bien. Et c'est très intéressant. Frantz Fanon, on en parle de plus en plus. Hein. Ouais. Alors que, rappelons-le, il était occulté pendant des années. On ne pouvait pas le citer, on ne pouvait pas le lire en Martinique. Bateau sur l'eau. Je chante la même chanson à mes fils. Je sais, mais là, ce serait plutôt Maison sur l'eau. Parce que cette semaine, enfin la semaine dernière, il y a eu la présentation d'une réalisation martiniquaise qui nous rend fiers, hein, par les temps qui courent, c'est bon à prendre. Alors, imaginez un appartement, cuisine, four à micro-ondes, placard, lave-linge et tout. Ensuite, vous prenez un couloir, vous avez 2 chambres avec des lits 160 par 200, écran plat, fauteuil, salon, etc., cabinet de toilette, tout. Sauf qu'on n'est pas dans une maison, on est sur un bateau. Et ce bateau, même sur le pont, il y a le pont supérieur, il y a une terrasse et un spa. C'est l'œuvre d'un ingénieur martiniquais qui s'appelle Jean-Marc Salpêtrier, et en compagnie de monsieur Jean-Marie Jeunhomme de Caiflo Développement. Et ils ont présenté la première maison bateau Stay-O. C'est une maison qui très intéressant. Alors le premier prototype est arrivé, il sera du côté de Sainte-Luce, je crois, et c'est un bateau qui peut se déplacer à 5 nœuds à l'heure par mer calme, et il compte bien faire un village de maisons bateaux. Alors bon, vous allez pouvoir passer une nuit, 2 nuits, une semaine, ça dépend de votre porte-monnaie. En tout cas, toutes mes félicitations aux concepteurs. Je vous avoue que ça me rend très fier. Et moi, ça me donne envie d'y aller surtout. Eh bien oui, moi, j'ai déjà dit ça. Mais moi, je pense que le prix... C'est où exactement? Il doit peut-être à Sainte-Luce ces jours-ci. Il faudrait peut-être vérifier. Il y avait un article dans France Antilles. Il faudrait peut-être... Oui, il flotte. Donc, ouais, il flotte. D'accord. En tout cas, on peut retrouver ça sur Internet. Merci Ludovic. Merci. Caiflo.fr. Merci Frédéric. C'est ta dernière, Merci Frédéric. À vous. Oui, c'est ma dernière. Si tu m'as pointillé, quoi. Oui, en pointillé, Serge. Mais tu sais, j'ai vraiment... Elle a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. On va pas insister, mais j'ai pas envie de pleurer à l'antenne. Ah, mais voilà, bien sûr. Mais en tout cas, je salue Ludovic, je salue tous nos auditeurs, et tu sais que tu peux toujours compter sur moi, Serge. Très bien. Alors, si c'est dimanche, si vous écoutez en rediffusion, ce soir, 20h, T42. Alors, juste pour Ludovic, je vais faire un intéressant. Entre autres, il n'y a pas beaucoup. Ce soir, qu'est-ce que j'ai? J'ai Duke Ellington. Parfait. J'ai Poncho Sanchez. Ouf. J'ai Michel Camilo. J'ai Musico Pays. Yes. J'ai Carlos Gardel. Yeah. Bravo. Voilà, le Royal Philharmonic Orchestra. Il y en a d'autres, je ne sais plus. Il y a José Priva. Mais à l'orgue, j'ai vendu mon truc là. Je vais l'écouter. Merci Ludovic, à bientôt. Merci Serge. Gros bisous. Gros bisous Serge. Gros bisous, à bientôt. Merci à vous et à la semaine prochaine. T42, un titre, 2 interprètes. La musique est universelle, la musique est belle. Sur Radio Imagine, tous les dimanches à 20h, retrouvez Serge Tali dans T42, l'émission sans frontières. Je revois la ville en